Bonjour à tous. Je suis Cyril Lyotard de la société ERM Automatisme, accompagné de Benjamin Aucreman, qui est le responsable de notre R&D. Bonjour. Voilà, on lance actuellement, on est sur la première session d'une nouvelle série de webinars autour de la maintenance et notamment les solutions de l'industrie 4.0 appliquées à la maintenance. Donc, ça intéresse beaucoup de sections, de filières de formation au niveau des lycées notamment et de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on va faire une première session sur l'IoT industriel pour illustrer les développements que nous avons fait ces dernières années et qui ont amené à la création de certains nombres de produits et de kits didactiques que vous pourrez utiliser dans le cadre de vos projets et de vos activités pédagogiques. Voilà. Donc, chez ERM, ça fait quelques années effectivement qu'on travaille sur l'intégration de nouvelles technologies autour de l'industrie 4.0. Vous avez ici sur cet écran un petit panel de ces technologies. Donc, bien évidemment, la robotique avec des robots collaboratifs, des lignes de conditionnement connectées, la ligne Arma Smart, qu'on vous présentera sûrement sur une autre session, de la réalité augmentée, réalité virtuelle, des outils de supervision, MES, de l'impression 3D destinée à faire de la maintenance rapide, notamment sur de la réparation de pièces. Pas mal de solutions qui nous amènent à répondre à des besoins d'évolution d'équipements et de plateaux techniques de formation. Voilà. Donc chez ERM, ERM, c'est une société d'une grosse quarantaine de personnes avec différentes activités. Donc notre activité principale, c'est l'activité didactique, donc les équipements pour le centre de formation, l'établissement de formation, mais on travaille aussi sur des activités industrielles autour de la robotique. Donc, vous avez ici une petite photo d'un robot d'usinage. Et puis, on a une division qui s'appelle ERM Fab & Test, qui est spécialisée sur des solutions de prototypage et de fabrication en petite série, notamment avec de la fabrication additive. Voilà. Et enfin, une dernière division énergie, ERM Énergie, qui travaille sur l'alimentation électrique de sites autonomes en énergie, notamment sur le territoire africain. Voilà, donc je vais laisser la parole à Benjamin, qui va vous parler un petit peu de l'industriel IoT et de la façon dont on peut former nos jeunes et vos élèves sur le sujet. Donc oui, bien sûr, on peut vous rappeler les objectifs visés de cette présentation, il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs bien le début de cette présentation, on va commencer par là. Alors, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de cette présentation ici, vous avez les thèmes que l'on va aborder. Tout d'abord, l'IO-Link. Qu'est-ce que l'IO-Link? On va en parler tout de suite. Les capteurs intelligents. Ensuite, on verra l'IoT, c'est bien différent de l'IO-Link, on va en reparler. Et ensuite, des systèmes, des kits qu'on peut vous proposer, donc là, du matériel, qui sont une valise IoT, on va voir ensemble, et des kits capteurs et kits IoT pour installer sur des systèmes que vous avez déjà dans vos ateliers ou que vous aurez par la suite, mais pour des activités projets à réaliser avec vos élèves. Donc, commençons par l'IO-Link. L'IO-Link, qu'est-ce que c'est? Donc, l'IO-Link et l'IoT, on va y revenir plusieurs fois parce que c'est important de le comprendre, c'est différent. Donc, ça n'a rien à voir. L'IO-Link, ici, c'est la première technologie d'entrée-sortie normalisée au monde pour donc, les capteurs et les actionnaires. C'est basé sur une norme, la norme IEC 61131-9. Et l'IO-Link, ce n'est pas un bus de terrain, c'est un protocole de communication qui est basé sur un système simple et déjà éprouvé depuis longtemps. C'est la communication de 3 fils, le raccordement de 3 fils de capteurs et d'actionneurs qui vont communiquer par un fil, qui vont vous fournir une information bien souvent tout ou rien. Là, ici, on pourra récupérer des informations supplémentaires grâce à ce protocole de communication. Donc, une valeur numérique, une tendance, etc., etc. La référence du capteur et autres informations encore. Tout ça va dépendre du modèle du capteur choisi. Et voilà, ça va permettre de communiquer beaucoup plus d'informations qu'une simple information tout ou rien.
ou un 0,10 volts analogique. Les avantages de l'IO-Link vont être nombreux. Vous aurez tout d'abord la réduction des coûts lors du déploiement, parce que finalement, ce ne sont pas des capteurs qui sont plus chers que les autres, contrairement à d'autres capteurs communicants. Ici, bien souvent, ces dernières années, les fabricants ajoutent l'IO-Link sur leur nouveau capteur, quoi qu'il se passe. Vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, vous n'êtes pas obligé, parce que vous pouvez continuer à exploiter ces entrées-sorties tout ou rien qui sont disponibles dessus, ou ces entrées-sorties analogiques. Mais en tout cas, il a l'IO-Link de disponible et vous pouvez l'exploiter si vous le voulez. Si vous l'exploitez, là aussi, il n'y a pas de surcoût sur les câbles, parce que ça ne demande pas de blindage particulier. C'est du Corton M12 classique ou M8, mais c'est du câble classique. Donc ça, c'est important aussi. Aussi pour du remplacement, ça vous évite de retirer des câbles. Ensuite, sa simplicité d'intégration, donc comme je vous l'ai dit, par sa connectique qui est standardisée, aussi par le fait que le seul élément nécessaire si on veut l'exploiter en IO-Link, finalement, c'est un maître IO-Link. On verra après à quoi ça ressemble, mais qui là aussi demande une connectique très simple et standardisée. Ça va vous permettre aussi de surveiller et d'enregistrer des informations venant des capteurs pour planifier des interventions de maintenance. On va récupérer plus d'informations que juste la distance ou juste la détection. Donc ça va être intéressant pour la planification. Et ensuite, vous avez aussi la réduction des erreurs humaines, parce que un des bienfaits aussi de l'IO-Link, ça va être de pouvoir héberger le paramétrage d'un capteur dans le maître IO-Link pour, lorsque le capteur est en panne, vous déconnectez votre capteur, vous rebranchez un du même modèle, de la même référence, et le maître IO-Link va le reconnaître et va transférer automatiquement le paramétrage du capteur pour qu'il soit directement reprogrammé. Donc, vous gagnez en temps, vous gagnez en risque d'erreur humaine et vous gagnez aussi en temps de monopolisation de la machine et d'arrêt de la machine, d'arrêt de la ligne. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, vous augmentez en fait la disponibilité de votre ligne. Et dernier point, ça va vous permettre, comme vous le voyez sur l'image ici, donc là, ici, on peut visualiser des capteurs IO-Link qui sont sur le terrain, sur la machine. Le maître IO-Link qui est situé là, sur lequel on va connecter en point à point les capteurs. C'est bien un protocole de communication en point à point. Donc, un connecteur de disponible sur le maître IO-Link, c'est un capteur. On ne peut pas les chaîner. Et ensuite, l'information va remonter vers l'automate, comme on le ferait habituellement pour l'exploiter dans le cycle, mais elle va aussi pouvoir remonter jusqu'au cloud pour gagner du temps et récupérer de l'information rapidement pour la mettre à disposition de la bonne personne au bon moment. Donc voilà les bienfaits de l'IO-Link. Aujourd'hui, l'IO-Link en France est très mis en avant par le collectif IO-Link, que vous retrouvez là-dessous, qui est un rassemblement de fabricants de capteurs, d'actionneurs, etc., qui vont promouvoir l'IO-Link partout en France, qui vont faire des demi-journées ou des journées de présentation, de travaux pratiques avec pour mettre les mains dedans et démystifier un peu la chose. Donc bon, là, cette année, ça a freiné, mais ça fait plusieurs années qu'ils organisent plusieurs dates en France. Donc vous pouvez aller sur leur site, vous trouverez aussi des informations très intéressantes dessus. Donc maintenant, on a parlé de l'IO-Link. Ce que l'on peut voir, c'est à quoi ressemble un capteur IO-Link. Est-ce que c'est très différent du reste ou pas? Donc, alors, il y a juste une question dans le chat. Raccordement directement sur automate? Non. L'IO-Link passe, comme on le voit ici, à travers un maître IO-Link, si on veut exploiter l'IO-Link. Et comme on le voit là, les capteurs IO-Link peuvent aussi être accordés en direct sur des cartes d'entrée-sortie, puisque, comme je le disais, ils ont un protocole de communication intégré, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est-à-dire que le protocole circule sur le même fil que sa sortie tout ou rien au capteur. Et pareil pour un actionnaire. Donc ça, c'est important. Et vous le voyez très facilement dès que vous ouvrez le schéma de raccordement d'un capteur, c'est très parlant.
Donc maintenant, à quoi ressemble un capteur IO-Link? En fait, ça ressemble exactement à la même chose qu'un capteur standard. Voilà. Donc là, vous voyez, un photoélectrique, ça ressemble à un photoélectrique. Un inductif ressemble à un inductif et ils sont IO-Link. Donc, vous n'allez pas les reconnaître par leur aspect. Vous pouvez les reconnaître parce que vous aurez ce logo-là qui sera présent sur l'étiquette, mais du coup, pas forcément en gros. Mais voilà, donc ce n'est pas différent physiquement d'un autre capteur. Et un mètre IO-Link, à quoi ça ressemble? À ça. C'est un mètre sur lequel, ici, on peut raccorder 4 capteurs ou actionneurs IO-Link. Et dessous, vous avez des connecteurs pour la communication. Et donc, la connectique, comme je le disais, est standard, du M12. Et après, vous raccordez directement en point à point vos capteurs dessus. Donc là, on vient de voir ce qu'était l'IO-Link. Maintenant, l'IO-Link, donc présent sur des capteurs, et les capteurs, eux, sont parfois aussi intelligents. Ils embarquent des fois des tâches intelligentes. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être, comme on peut voir ici, en fait, un cumul de portes logiques ou de fonctions logiques, des timers, des compares, etc., que vous pourrez utiliser pour décentraliser de l'intelligence, décharger l'automate sur ces tâches un peu simples, basiques, qui vont prendre de la place quand même dans le programme, qui vont dégrader la lisibilité. Et là, ça va permettre d'alléger un peu les fonctions de l'automate. Donc, ces tâches-là peuvent être disponibles dans des capteurs dits intelligents. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire? Alors, je vais récupérer mon pointeur. Bon. Ça va vous permettre de réaliser des tâches, comme je le disais, simples, comme on peut voir par exemple sur cette vidéo. Voilà, par exemple de tri ici. Alors là, il faut savoir qu'on utilise donc un actionneur et des capteurs, mais il n'y a pas d'automate pour réaliser ça. C'est les capteurs qui communiquent directement l'information à l'actionneur. Il va réaliser ce mouvement pour extraire les rebuts. Donc ça, c'est géré en local et du coup, on n'utilise pas d'automate. Donc c'est ce que je disais, ça va permettre d'alléger un peu le travail de l'automate et de pouvoir travailler sur des tâches simples. On ne va pas aller chercher des choses complexes forcément. Vous avez le même état d'esprit ici, avec un autre type de tâche capteur. Hein. Où ici, on va venir mesurer la taille d'une planche de bois et ensuite en déterminer le convoyeur sur lequel elle va devoir aller. Donc, faire une fonction de tri, en fonction de la taille ici des planches en bois ou de la taille des cartons. Et c'est exactement la page de configuration que l'on voit à gauche ici. Il va vous permettre de faire ça. Donc, on voit que finalement, c'est un affichage simple, très graphique dans le logiciel de paramétrage. Il va permettre d'activer cette fonction et de la régler. On n'est pas dans des listes compliquées à lire et à interpréter. Vous avez du graphique, donc ça simplifie beaucoup l'interprétation pour les élèves et pour les techniciens de maintenance. Donc voilà ce qu'est un capteur intelligent et ce que ça peut permettre de faire. Maintenant, parlons de l'IoT. L'IoT, qu'est-ce que c'est? Pour commencer simple, on va parler de ce que vous pouvez retrouver chez vous ou chez des amis ou chez des gens que vous connaissez. Ça se déploie de plus en plus. Aujourd'hui, dans la sphère personnelle, il y a souvent deux grandes familles dans l'IoT. La problématique de la santé est abordée et aussi la problématique de la maison. Donc, dans la santé, on va retrouver facilement des balances connectées, des brosses à dents connectées, des bracelets connectés, des montres connectées. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Ils vont vous ramener de l'information contextualisée en rapport avec la santé pour l'exploiter et puis après décider de faire plus de sport, décider qu'on a fait assez de sport pour aujourd'hui et au contraire de ne pas en faire, etc. Enfin bon, bref. Et pour la maison, c'est pareil. Vous allez pouvoir avoir des remontées d'informations comme le thermostat connecté, l'interphone, il va vous donner une information, voire même un flux vidéo ou une photo de la personne qui vient sonner à l'instant T chez vous.
Donc, tout ça, c'est des informations qui vont remonter dans le cloud, donc à l'extérieur de votre maison, pour que vous puissiez la recevoir directement sur une notification dans une application spécifique ou via un mail ou un SMS. Donc, voilà ce qu'est l'IoT. C'est complètement différent de l'IO-Link. Attention, l'IO-Link, c'est un protocole de communication. L'IoT, c'est l'Internet des objets. C'est cette notion de remontée d'informations contextualisée et de la communiquer à la bonne personne à un temps donné, à un moment défini. Maintenant, l'IoT dans l'industrie. Donc, ça va servir à quoi? L'IoT dans l'industrie, au même titre que l'IoT chez soi, où on va remonter des informations pour vous les amener et pour que vous puissiez les prendre en considération pour faire quelque chose ensuite. L'IoT dans l'industrie, c'est le même principe. On va remonter des informations venant des capteurs, venant des actionneurs, venant des machines, venant aussi, pourquoi pas, des opérateurs sur une ligne. Ces informations vont être à destination de différentes personnes, identifiées en fonction de l'information. Toutes les informations ne sont pas envoyées à tout le monde. C'est envoyé à la personne ciblée ou au groupe de personnes ciblées et remis en forme correctement, contextualisé. Ça, c'est très important. Donc, si on remonte des informations, par exemple, d'un capteur B3 qui nous donne le nombre de rebus sur une machine. Donc, en local, sans IoT, cette information est intéressante pour l'opérateur de ligne, qui lui va relancer du coup une production pour compléter par rapport au rebut qu'il a eu. Maintenant, on va remonter cette information dans un cloud et l'envoyer ou la mettre à disposition de d'autres personnes. Un technicien de maintenance, bon, sur des rebuts, pas forcément, mais sur un taux d'encrassement capteur, comme on peut l'avoir, c'est un cas que l'on peut voir dans la valise que l'on vous présentera tout à l'heure. Ça, c'est typiquement quelque chose qui peut intéresser le service maintenance ou un technicien qui, lui, est attitré à telle machine pour qu'il puisse intervenir dessus et nettoyer cette cellule avant qu'elle soit trop encrassée et avant qu'elle ne détecte plus correctement. Donc là-dessus, on va pouvoir faire de la maintenance prédictive en intégrant en fait le taux d'encrassement et l'évolution dans le temps pour essayer de deviner avant combien de temps il faut intervenir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans la valise et que vous pourrez faire avec ce type de système. Ensuite, pour reprendre cette information de rebut, il va remonter. On va pouvoir l'afficher dans un cloud, la contextualiser pour permettre à un responsable de site ou un responsable de groupe d'usine de récupérer cette information, d'en déduire des actions à réaliser grâce à la contextualisation de la donnée. C'est-à-dire, si on ne vient plus dire il y a eu 50 rebuts, mais plutôt dire ces 50 rebuts avec l'endroit dans lequel ils ont été mis au rebut, c'est-à-dire le temps humain qui a été passé dessus pour assembler ces produits, le matériel qui a été utilisé pour réaliser ce produit. Tout s'accumuler, un produit coûte tant, multiplié par le nombre de produits, vous allez lui dire, voilà, ce mois-ci, on a eu des rebuts sur cette ligne de 15 000 €. OK. Ça va parler à un responsable de site. Le nombre de rebuts, ça ne lui parlera pas forcément. Par contre, contextualiser pour lui, spécifiquement pour lui, en donnant une notion en euros, chiffrée, pour pouvoir déclencher derrière une intervention du service maintenance et donc dire, OK, là, ici, ça nous coûte trop cher par mois. Il faut déclencher une intervention de l'équipe pour voir ce qui se passe, voir si des réglages peuvent l'améliorer, voir si un changement de quelque chose peut améliorer. Voilà, donc ça, c'est important. Maintenant, dans une nouvelle usine, ici, on va dire que c'est simple à mettre en œuvre, l'IoT, puisque ça va nous permettre, il va juste falloir en fait qu'on choisisse correctement le matériel. L'intégrateur qui va réaliser cette ligne ou cette machine va faire le bon choix des automates communicants, le bon choix des robots communicants, des capteurs, ce que vous voulez, pour ramener un maximum d'informations et pas avoir de difficulté à ramener cette information.
Maintenant, il existe aussi des éléments comme l'OPC-UA, donc ça va être un serveur qui va permettre d'héberger toutes les données et les mettre à disposition du cloud. Et ce serveur va venir prendre dans les différents langages et les protocoles que vous retrouverez sur les autres robots, les automates, etc., ces informations pour les stocker, les mettre à disposition du cloud. Donc ça, c'est souvent l'infrastructure qu'on peut retrouver pour une usine nouvelle. Maintenant, pour une usine ancienne, pour un revamping d'usine ou d'une ligne d'une usine, bien souvent, on va rencontrer une contrainte non négligeable qui va être amenée par le client, qui est tout simplement la crainte de générer des problèmes sur une ligne ou sur une machine. Et pour cela, le client va nous demander bien souvent de ne pas du tout toucher à la ligne, à la machine, et d'ajouter quelque chose pour ne pas toucher à l'existant. Donc, surtout pas mettre les mains dans l'automate, ce qui fait qu'on ne peut pas déclarer des variables en plus pour les communiquer vers un système externe. Ça, ce n'est pas possible. Et puis aussi, pour diminuer le temps d'arrêt de la ligne et de la machine, pour qu'il puisse continuer à produire. Ça, c'est très important. Donc, du coup, là, il va falloir ajouter quelque chose. Donc, on va doubler des capteurs, ajouter des capteurs supplémentaires exprès pour récupérer cette donnée. On va mettre des systèmes comme on voit ici. Là, ici, c'est le boîtier TDCE de chez SICK qui va permettre sur lequel on va câbler des entrées-sorties tout ou rien, câbler aussi des entrées analogiques pour récupérer de l'information et la transmettre à un cloud. Ou alors, les travailler en local, si on ne peut pas ou qu'on ne souhaite pas, pour la sécurité des données, sortir de ces informations vers un cloud. On va pouvoir avoir des affichages de ce type avec des dashboards pour gérer cette information et la contextualiser en local. Cette box va permettre aussi, donc c'est cette box qui va avoir le rôle de box IoT, et elle va permettre aussi de raccorder à travers les deux ports de communication ici, Ethernet que vous avez, de raccorder des capteurs intelligents, des capteurs communicants, des automates si vous le souhaitez, si certains le peuvent, avec les protocoles Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, etc., etc. Vous avez aussi des protocoles, des liaisons série disponibles dessus, du RS485 et autres. Voilà. Donc, vous pourrez communiquer et câbler des entrées-sorties tout ou rien dessus et analogiques directement sur ces bornes. Cette box va aussi vous permettre de récupérer des informations comme la géolocalisation extérieure, la géolocalisation intérieure si vous rajoutez des antennes, et va permettre aussi et surtout l'envoi de mails, l'envoi de SMS pour notifier, comme je le disais tout à l'heure, la bonne personne au bon moment, avec des valeurs contextualisées. Et c'est sur ce principe que l'on a réalisé cette valise capteur qui donc est équipée d'une box IoT, d'un mètre IO-Link ici, et après de différents capteurs qui vont vous permettre d'étudier 5 cas distincts d'utilisation de l'IoT. Pour ces cas d'application, on s'est basé sur des cas réels industriels qu'ont pu rencontrer des clients de la société SICK, qui sont des fabricants de capteurs. Donc, on s'est appuyé sur leur savoir-faire pour déceler des vrais cas problématiques de l'industrie que l'on pourra étudier dans cette valise. Donc, ces capteurs vont tous communiquer soit en direct sur la box IoT, soit à travers le mètre IO-Link pour remonter des informations. Ce que vous pouvez retrouver aussi sur cette valise, c'est tout simplement des QR codes sur chacun des éléments qui vont vous permettre, à l'aide de votre téléphone ou de votre tablette, d'arriver directement, d'être réorienté vers la page web du fabricant du produit, donc du capteur, de la box IoT, etc. Donc ça, c'est quelque chose de simple pour accéder à la documentation constructeur pour vos élèves, mais c'est aussi quelque chose à comprendre et à intégrer parce que ça peut donner des bonnes lignes de conduite à suivre pour un technicien de maintenance qui intégrerait une nouvelle entreprise. Et se dire, ben voilà, dorénavant, on va venir coller des QR codes à côté des éléments. Ça nous permettra très facilement, quand on est sur le terrain, d'accéder à notre documentation. Ça, c'est très simple à réaliser. Je vous propose de visualiser cette vidéo
pour mieux voir le potentiel de la valise. Et ensuite, on continue la présentation et on finira évidemment par répondre aux questions que vous avez posées. Donc, cette vidéo présente le fonctionnement de cette mallette, de la mallette IoT que l'on a pu réaliser et qui est disponible avec plusieurs activités pédagogiques que l'on verra ensuite. Donc, le format est une mallette. Ça vous permet facilement de le ranger dans votre placard, de l'amener sur un autre site de formation, de le changer de salle de cours si vous avez besoin. Principalement, comme je le disais, équipé de cette box IoT qui va vous permettre de lier l'information. Pardon, j'ai eu un problème. Je vais vous la relancer. Voilà, donc de cette box IoT ici qui renvoie toutes les informations soit vers un cloud, soit accessible en local. Ici, on vient réaliser une des manipulations disponibles dans la mallette qui va être la reprogrammation d'un capteur. Donc, on vient le brancher sur un maître IO-Link USB, se connecter sur le logiciel, là ici, qui s'appelle SOPAS, mais qui est le logiciel de paramétrage des capteurs. Vous pouvez voir voilà, l'interface graphique qui est très simple d'utilisation pour mettre en place une tâche intelligente dans le capteur. Ici, cette tâche, elle va venir détecter la taille du produit avec deux capteurs, un qui va servir de trigger et l'autre qui intègre l'information du trigger et sa propre information pour en déterminer si le produit correspond à celui attendu. Ensuite, la donnée est envoyée dans la box IoT. Ici, on voyait la programmation par flux de données, qui est la programmation que l'on retrouve à l'aide de l'outil Node-RED. Et tout ça, ça va nous permettre de sortir la bonne information, l'envoyer par mail au technicien de maintenance pour le prévenir et le faire intervenir sur le système si besoin. Donc là, on vous a montré rapidement un premier cas d'utilisation. Ici, on va en voir un deuxième avec un autre exemple d'un capteur. Vous avez une partie tournante et le capteur va servir de compte tour pour envoyer le nombre de tours à l'automate. Maintenant, il a aussi une deuxième fonction, cette fois-ci qui transmettra à la box IoT, qui va permettre de détecter un éloignement ou un rapprochement entre la partie tournante et le capteur. En l'intégrant correctement, cette donnée, ici, vous voyez une partie éditeur logique du maître IO-Link pour intégrer de la logique un peu plus poussée. Mais en intégrant correctement cette donnée, on va permettre de sortir une information de maintenance prédictive qu'on va pouvoir communiquer par SMS aux techniciens pour détecter à l'avance un rapprochement du capteur par rapport à cette partie tournante et déterminer un laps de temps dans lequel il va falloir intervenir avant qu'il y ait collision. Pour que vous ayez le temps d'un peu plus visualiser à quoi ça ressemble, voici donc des copies d'écran de la programmation que l'on retrouve dans la valise et dans la box IoT, qui sont donc des interfaces venant de Node-RED, comme je le disais. Donc ici, la partie programmation, si on peut appeler ça, mais c'est une programmation par flux de données. Donc les fils représentent en fait le passage de la donnée d'un bloc à un autre. Vous aurez des blocs mathématiques, des blocs qui vont permettre juste de faire l'affichage, d'autres de récupérer un front montant sur la donnée, d'autres d'amener l'horodatage, etc., etc. Et ensuite, ici, l'interface utilisateur avec un dashboard que vous pouvez afficher suivant des graphes, suivant une information à l'instant T. Enfin bon, voilà. Ça, vous avez beaucoup de choses à votre disposition pour afficher la donnée comme vous voulez. Et c'est de là que l'on va aussi connecter cette donnée à l'envoi d'un mail ou l'envoi d'un SMS. Donc, voilà ce que peut faire la valise IoT que l'on vous propose aujourd'hui avec ces différentes activités. Donc, la première activité qu'on a pu voir dans une deuxième partie de la vidéo, qui est une notion de contour pour la partie fonctionnelle de ce capteur avec l'automate. Mais, comme je le disais, ce capteur a un deuxième rôle. Et là, ce rôle-là va être utile pour la box IoT, à laquelle il va transmettre la distance entre la partie tournante et le capteur pour éviter la collision.
Ici, on retrouve une autre activité avec un capteur à ultrasons. Donc, on varie aussi les technologies. Là, ici, un capteur de photoélectrique sur lequel on va venir détecter un taux d'encrassement à l'instant T en intégrant aussi l'augmentation de ce taux d'encrassement dans le temps pour en déterminer la phase dans laquelle il faut absolument aller nettoyer les cellules. Sinon, dans X jours, on aura un problème de détection. Ça, pour la maintenance prédictive. Et ensuite, les deux autres cas d'application que l'on retrouve ici. Un qui va permettre de, comme on le voyait dans la vidéo, déterminer la taille du produit et déterminer s'il est bon ou pas. Et un qui permettra de déterminer si le produit est conforme à l'attendu en termes de nombre de pots, par exemple, qui contient un carton ou ce genre de choses. Voilà. Ça aussi grâce à de la logique, à l'éditeur logique et de la logique programmée qui n'est pas dans l'automate, mais qui va permettre de réaliser ces tâches. Et ensuite, deux autres activités qui seront la finalité en fait de ce paramétrage de vos capteurs dans la box IoT, vous permettront de transmettre l'information par mail ou par SMS aux techniciens de maintenance, aux responsables de site. Après, c'est contextualisé dans les TP, mais voilà l'idée et l'approche que vous aurez avec ces activités-là. Pour finir, les kits IoT que l'on propose aussi en plus de cette valise, vous avez deux kits différents. D'abord ici, le kit SK20 qui correspond en fait à du matériel, box IoT, mètre IO-Link, compteur d'énergie électrique, compteur d'énergie pneumatique, capteur photoélectrique IO-Link, température, etc. Donc, vous avez plusieurs technologies, vibration aussi. Et ça va vous permettre de mettre en activité projet, mettre en œuvre ces éléments pour déployer de l'IoT sur vos systèmes. Ici, les systèmes de la ligne Armaflex et aussi le dégroupeur de RM, mais aussi sur d'autres systèmes que vous aurez déjà dans votre atelier. Et ensuite, différents kits qu'on vous propose pour pouvoir les adapter aux besoins. Soit un kit très simple de démarrage qui est celui-ci avec quelques capteurs et la box IoT. Et ensuite, vous pouvez compléter avec un pack contenant des éléments pour faire de la mesure d'énergie, donc comme je le disais tout à l'heure, électrique et pneumatique. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier le pneumatique qui est souvent l'énergie sur laquelle on a le plus de fuite et donc qui est la plus intéressante à contrôler. Et ensuite, un autre kit qui vous permet d'utiliser aussi l'IO-Link à travers un mètre IO-Link que vous pourrez raccorder sur la box IoT. Merci à tous. On va passer aux questions si vous en avez. On va reprendre un peu l'historique des questions. Alors, pour le cloud, il y avait une première question sur laquelle on nous demande s'il faut un serveur, un cloud et un abonnement Internet. Il y a plusieurs fonctionnements possibles. Soit vous voulez fonctionner avec un cloud, et dans ce cas-là, oui, il faut un abonnement à un cloud parce que tous les clouds disponibles aujourd'hui fonctionnent sous forme d'abonnement. Soit vous voulez fonctionner sans le cloud parce que c'est une logistique compliquée, parce que pour des raisons qui vous sont peut-être internes aussi à votre service informatique. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler qu'en local sur la box IoT. Donc, pas l'obligation d'avoir un cloud et d'avoir un abonnement du coup en cloud. C'est une des forces de SICK. Il propose à la fois cette approche cloud et edge computing, donc un fonctionnement local, un accès local aux données. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi en fait cette box-là parmi celles qu'on peut retrouver aujourd'hui chez différents fabricants.
Alors, avec la valise, donc, on voit que la question revient souvent. Donc, pour le cloud, on vient d'y répondre. Est-ce qu'il faut un ordinateur et le logiciel? L'ordinateur, ben, c'est mieux parce que ça vous permet d'aller reconfigurer les capteurs si vous le voulez, avec le logiciel qui est gratuit. Donc ça, pas de problème. Avec la passerelle de configuration qui vous est fournie avec, pas de problème non plus. Vous avez tout ce qu'il faut pour refaire le raccordement du capteur jusqu'au logiciel. Et vous avez ce qu'il faut aussi côté informatique pour réaliser le paramétrage. Et pour la suite de la question, oui, il faut une prise 230 volts pour raccorder cette valise au secteur, une prise de P+T, et l'utiliser. Un point important aussi sur les kits. Bon, on vous a montré que les kits pouvaient être déployés sur nos systèmes ERM, en l'occurrence la ligne Armaflex par exemple, où là c'est vraiment de fourniture de notices pour un déploiement pas à pas des kits. Maintenant, c'est vraiment totalement ouvert. Ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel système de votre atelier ou installation ou autre, et vous allez pouvoir faire un choix de capteur, aller positionner ces capteurs sur les parties opératives, mettre en place le maître IO-Link éventuellement ou la box SIC, faire les paramétrages, etc. C'est-à-dire que quel que soit le système sur lequel vous souhaitez travailler, est-ce que c'est un centre d'usinage, une ligne de conditionnement, un système énergétique ou autre, vous allez pouvoir mettre en place très facilement une architecture IoT sur un système. Il y avait une question, pourquoi vous n'utilisez pas le MQTT au lieu de l'IO-Link? On utilise, alors l'IO-Link, ça va communiquer entre le capteur, donc la donnée terrain, et le maître IO-Link. Ensuite, le maître IO-Link, lui, va communiquer vers la box IoT. Et là, il va y avoir d'autres protocoles de communication, du REST API, du MQTT, etc. La donnée qui vient du terrain sur le capteur est bien souvent pas disponible en MQTT parce que ça utilise plus des protocoles industriels destinés terrain et que l'on retrouve communément. Ce qu'on va privilégier, c'est ça, hein, c'est qu'on puisse le retrouver facilement dans les capteurs. Et comme je le disais tout à l'heure, l'IO-Link aujourd'hui est presque déployé en standard sur les nouveaux capteurs. Donc voilà pourquoi on utilise côté terrain, entre le capteur et le maître IO-Link, l'IO-Link. Et ensuite, côté communication plus informatique, on va retrouver du REST API, du MQTT, etc. Alors, une question, est-ce qu'on peut faire de l'envoi de mail en local? Non, la question est très juste. Évidemment, non. Le serveur d'envoi de mail est à l'extérieur. Donc, si vous travaillez sans le cloud, mais que vous avez quand même une connexion à Internet disponible, vous pourrez faire de l'envoi de mail et de l'envoi de SMS. Si maintenant, vous travaillez sans le cloud et sans connexion Internet, le système fonctionnera toujours, mais vous ne pourrez pas faire de la notification par mail, évidemment. Et par SMS, vous pouvez utiliser des systèmes qui n'utilisent pas de carte SIM, qui passent donc par Internet, ou des systèmes qui ne passent pas par Internet, qui utilisent une carte SIM, et à ce moment-là, ça vous demandera un abonnement à une carte SIM. Une question sur le temps de mise en œuvre des TP. C'est des TP qui vont varier en fonction un peu du taux de connaissance aussi de l'élève sur l'IoT, notamment, parce que les premières questions, on les base aussi sur la connaissance au sens large de l'IoT, la découverte, avant de réaliser l'activité. Et ça va varier entre 2 et 4 heures. Existe-t-il des stages chez vous pour venir se former en pratique sur un système où l'on voudrait installer un kit? On fait des formations, bien sûr, que ce soit chez nous, que ce soit en distanciel ou chez vous. Donc ça, vous pouvez contacter le commercial de votre région. Et puis, il n'y a évidemment pas de problème. On pourra vous fournir autant le matériel que l'accompagnement nécessaire, donc la formation, et de l'accompagnement aussi ensuite si vous avez besoin. C'est aussi des choses auxquelles on peut répondre sans problème.
notamment une assistance au déploiement. C'est-à-dire que si dans le cadre de projets, par exemple de projets de BTS, vous souhaitez monter un déploiement d'IoT sur une machine, voilà. À partir du moment où vous souhaitez travailler avec nos solutions, on pourra vous accompagner sur le choix des capteurs, sur les problématiques de mise en place de la communication industrielle, etc., etc. Il y a une question pour les bacs pro maintenance. Donc, la valise est-elle destinée pour des niveaux bac pro maintenance des systèmes connectés? Alors, elle est destinée à différents niveaux de formation. Pour les bacs pro, on va donc étudier le principe de base de l'IoT, découvrir les capteurs ici intelligents, le fait qu'ils ont des tâches embarquées, l'IO-Link, les quelques éléments spécifiques de l'IO-Link avec justement cette notion de paramétrage, etc. Et on va les faire constater, visualiser et utiliser l'IoT, mais pas programmer dans notre RAID de A à Z. Après, dans un deuxième temps, si vous les sentez à l'aise, vous pouvez les faire commencer à réaliser une petite fonction dans notre RAID. Mais évidemment, le but, c'est d'échelonner et d'adapter en fonction du niveau. Donc, sur les bacs pro, on va plus les faire utiliser la technologie que la programmer complètement. Donc sur le prix du matériel, globalement il y a différentes possibilités, mais c'est quelque chose qui va tourner entre 3 000 et 5 000 euros. Je crois que la valise clé en main, c'est dans les 5 000 euros. Et puis après les kits de déploiement associés à un certain nombre de capteurs, c'est plutôt entre 2 000 et 4 000 euros. C'est pas une option. Mais c'est tout à fait accessible. Et encore une fois, c'est livré avec les dossiers techniques et pédagogiques qui vous permettent de faciliter la mise en œuvre au niveau des établissements. Voilà, d'autres questions? On est arrivé au bout des questions. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on est en train de vérifier. Donc, la vidéo va être mise en ligne sur notre chaîne YouTube, là, probablement demain. Je vous préconise aussi d'aller voir sur notre page web, dans la valise capteur intelligent et IoT. Vous aurez une brochure, des accès à la vidéo, des explications, etc. Et ensuite, notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à des besoins plus locaux et plus spécifiques, un peu partout en France et ailleurs. Ouais, donc, si vous ne trouvez pas tous les documents sur nos pages Internet, vous pouvez directement soit contacter votre commercial de région, soit, si vous ne le connaissez pas, envoyer un mail à contact@ERM-automatisme. Vous trouverez l'adresse exacte sur notre site Internet aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous transmettra les documentations, les offres de prix si vous avez besoin, on répondra à vos questions. N'hésitez pas. Et il y a une dernière question qui est arrivée. Combien de temps pour installer un kit sur un système? Donc, un kit sur un système, je ne peux pas vous donner un temps donné ici, puisque ça dépend du système sur lequel vous le mettez. Si c'est un système qui n'est pas ERM et sur lequel on n'a pas la connaissance de comment il est fait, si c'est sur un de nos systèmes, lequel c'est, et puis ce que vous voulez faire avec. Parce que le but du kit, c'est d'arriver petit à petit à déployer. Alors, hop, ok, quelqu'un, je ne sais pas si c'est la même personne, mais on mettait palettiseur ou la configuration complexe. Alors, en tout cas, si le déploiement. Un système ERM, par exemple. Voilà, si on prend un système ERM, il va y avoir déjà la mise en place mécanique des éléments. Bon, ça ne va pas être grand-chose puisque c'est du câble facile. C'est donc avec des élèves, pour prendre le temps, on va dire qu'en 30 minutes, on a mis en place les éléments. Ensuite, réaliser la communication. Vous allez vous baser sur les exemples qu'on vous fournit, sur des communications établies. Donc, sur le temps le plus court, si on veut utiliser que les éléments qu'on vous fournit déjà, en 3 heures, vous avez mis en place la communication. Maintenant, si vous voulez justement leur laisser plus de travail et plus de liberté dans la construction de l'architecture, vous n'allez pas leur charger directement les programmes que l'on vous a fournis avec, puisqu'on vous aide dans cette démarche de kit.
on vous fournit des programmes de communication, vous n'allez pas les mettre et ils vont devoir, eux, réaliser cette communication à l'aide des documents qu'on vous fournit. Et là, ça va être plusieurs séances de 4 heures pour eux parce qu'ils vont découvrir, parce qu'ils vont tester petit à petit. Voilà. Donc, vous pourrez quand même réajuster ce temps de 3 heures à 12 heures, disons, vraiment en fonction du temps que vous avez à passer avec eux et aussi des compétences que vous voulez leur faire acquérir. Écoutez, merci à tous. Et puis, vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et puis, j'espère à très bientôt. Voilà. Probablement en décembre pour une prochaine édition là, des webinaires autour de la maintenance. Voilà, bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Au revoir.